Bienvenue à tout le monde dans l'humain, dans le monde de la performance. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité qui, à mon point de vue, est un grand champion. Non pas un champion sportif, mais sportif à sa façon. Il va vous conter des histoires aujourd'hui et il va nous parler de son voyage. C'est avec une grande joie et comme il se doit que je vous demande de faire de manière virtuelle avec des pouces, des cœurs et tout ce que vous pouvez nous donner, qu'on accueille Brice, mon frère, mon ami, l'homme qui compte des histoires et qui est champion nord-américain de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, mon ami Brice? Bonjour Sylvain, merci beaucoup de m'accueillir ici dans ce bel environnement, dans ce bel espace. Bonjour Joanie, j'espère que vous allez super bien ce matin. C'est quand même tôt pour un samedi, c'est sûr que pour ceux qui sont en Amérique du Nord, là, j'espère qu'ils sont nombreux à nous rejoindre. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça veut dire quoi être champion d'Amérique du Nord? Eh bien, ça veut simplement dire que je suis membre d'une organisation qui s'appelle le Toastmasters et le Toastmasters organise des concours justement d'art oratoire où on fait du storytelling et la compétition est divisée en différentes catégories. Et puis moi, j'ai fait partie de la catégorie des clubs francophones d'Amérique du Nord et c'est ça que j'ai gagné. C'est une compétition qui est assez excitante parce qu'à chaque fois, tu rencontres des personnes extraordinaires, des personnes qui elles aussi ont l'habitude de parler, de faire du storytelling. C'est très, très excitant, quoi, parce que, et puis c'est vraiment des gens qui viennent un peu de partout, là, et on monte, on se retrouve. Et moi, ça me fait énormément plaisir à chaque fois de pouvoir participer. Ce n'est pas la première fois que je participe, je l'avais déjà fait en Afrique. Et c'était le faire ici, c'était quand même un nouveau contexte avec ses réalités, avec ses défis, avec ses excitations aussi là. Et voilà quoi. Donc voilà ce que ça signifie être champion d'Amérique du Nord au concours de storytelling ou d'art oratoire. Mais si on prend exemple un concours d'art oratoire comme on a fait dans le temps de l'école, hein, quand on était étudiant, euh, c'est quoi ça, ces genres de concours-là? Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à ça? C'est où ce que c'est, ce monde de compétition-là? Hein? Parce qu'on dira ce qu'on voudra, comme on en a déjà parlé. Hein? C'est une compétition en soi. Tout à fait, tout à fait. C'est une compétition et c'est une compétition en plus, qui est quand même assez sérieuse. Comme je le disais, c'est pas des gens qui sortent de nulle part et qui viennent compétir. Non. C'est des gens qui sont membres d'une organisation, la plus grande au monde. Le Toastmasters International, c'est la plus grande organisation au monde en matière de prise de parole. Il y a pas meilleur que ça, là. Et donc, on a affaire à des personnes qui tout le temps pratiquent la prise de parole, pratiquent le storytelling, pratiquent l'improvisation et développent leur leadership tout le temps. Ça dépend des clubs. Il y a certains clubs qui se retrouvent toutes les semaines, comme le mien. C'est toutes les semaines on se retrouve. D'ailleurs, j'ai dû me priver de mon club pour venir ici aujourd'hui Oh, parce que je pouvais pas te dire non, Sylvain, mon frère. Et malgré le fait que je sois qualifié pour le niveau supérieur cette année aussi. J'aurais pu m'entraîner ce matin encore à mon club, mais j'ai dit je préfère zapper l'entraînement de ce matin, ça n'aura pas un gros impact. Je préfère passer du temps avec toi pour répondre à tes questions et puis permettre aux gens de me découvrir un peu et si je peux apporter une ou deux choses qui peuvent aider les gens. peu, là, j'ai un petit problème technique. Désolé tout le monde. On apprécie énormément que tu sois là. J'ai eu un petit buzz. Ah, merci beaucoup. Merci, Joanie. Donc, c'est ça la différence avec ce qu'on fait à l'école. Bon, à l'école, c'est pas le même niveau en termes d'exigence. C'est vraiment pas le même niveau en termes d'exigence. Et Je me demandais par rapport à ça, justement, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui parle en public normal et un storyteller?
Oh, très belle question. Je l'aime celle-là, je l'aime, j'aime en parler, je l'aime parce que ça permet de montrer clairement la différence. Tu sais, tu peux parler en public, tu peux même très bien parler en public, mais ne pas être storyteller. Et il y en a tellement de personnes, surtout dans la francophonie, qui parlent en public, il y a des conférenciers et tout, mais qui ne sont pas des storytellers. Il y en a tellement, il y en a très, très peu d'ailleurs, qui sont des storytellers. Très, très peu. Parce que le storytelling, c'est une technique avancée de prise de parole, de communication persuasive. C'est la capacité à concevoir ta prise de parole comme un film au travers duquel tu fais passer les gens par différentes émotions avec des arrêts spécifiques. Et tu sais exactement où tu diriges les gens. C'est un film, en fait. Un storyteller, c'est quelqu'un qui présente un film à chaque fois où il prend la parole. Ce que je dis souvent, mais quand j'ai l'opportunité, mes clients, pour ceux qui sont déjà conférenciers, conférencières, j'accompagne également des personnes qui sont déjà conférencières, même connues, très bien connues. Ce que je leur explique, c'est que la conférence que tu donnes doit être perçue comme étant un film avec un premier acte. Acte 1, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais à ce niveau-ci du film? Est-ce que je place le contexte? Comment est-ce que quelles sont les émotions spécifiques auxquelles je vais faire appel à cet acte 1 et quels sont mes objectifs à cet acte 1? Après, on bascule à l'acte 2. Quel est le type d'émotion auquel je vais faire appel? Il y a les types d'émotions spécifiques quand on passe à l'acte 2. Et enfin, l'acte 3, comment est-ce qu'on sort de cette conférence-là? Avec quel type d'émotion? C'est une structure qui est vraiment, à la limite, là, j'ai failli dire cinématographique, mais c'est vraiment un film, ça doit être perçu comme ça. Et c'est ce que le storyteller fait. C'est que quand il vient, c'est un film, c'est des images, c'est un film qui vient projeter. À la différence du cinéma, là où tu vas voir des acteurs et tout, c'est lui qui fait jouer les acteurs dans ton cerveau. Donc c'est ça la différence. Tu peux prendre la parole, euh, parler, mais sans faire du storytelling. Et beaucoup de gens dans la francophonie, il y a très peu de storytellers dans la francophonie. Très, très peu. Très, très peu. Moi qui est un formateur, un coach, un conférencier, euh, pourquoi je ne serais pas un storyteller? C'est quoi la différence entre moi et toi? Parce que la plupart des gens disent, ouais, mais Sylvain, tu prends la prise de parole en public, tu es capable de parler, tu maîtrises ton environnement. Quelle est la différence entre Sylvain Potvin et Brice Camgan? J'ai pas encore eu le privilège. Fleur de peau, là, mais ça, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas encore eu le privilège d'écouter Sylvain, mais j'ai eu le privilège de discuter plusieurs fois avec Sylvain. La différence entre Sylvain, si Sylvain ne fait pas du storytelling, j'en sais rien, puisque je n'ai pas encore été à sa conférence, je n'ai pas encore vu, donc je ne peux pas déclarer des choses que je ne maîtrise pas. Mais si Sylvain ne fait pas du storytelling et que Brice fait du storytelling, la différence va être simple. C'est que Sylvain va venir et il va parler des aspects techniques de ce qu'il a à offrir. Il va prendre des exemples pour expliquer ce qu'il a, pour développer ce qu'il a donné. Il pourra faire des démonstrations, il pourra présenter des chiffres, des statistiques qui appuient ça, des recherches de neurosciences, par exemple. Il va donner des exemples comme ça et tout. Voilà comment Sylvain pourrait, et voilà, il secoue la tête, peut-être que je ne me suis pas trompé. Je Voilà t'écoute, comment je suis, c'est ça. Excellent. Voilà comment Sylvain, lui, réussit à aller toucher les gens et à leur donner de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que Brice va faire? Brice va prendre les mêmes informations de Sylvain, c'est-à-dire les statistiques, les recherches psychologiques et tout. Brice va s'asseoir et se dire, quelle est l'histoire que je peux raconter et qui, à la fin, va me permettre de tirer comme leçon le message que je veux partager. Et quand Brice va arriver,
il va raconter une histoire. Une histoire qui va permettre aux gens de vivre des séquences d'un film, qui va permettre aux gens de voyager. Et à la fin, Brice va leur dire, la morale de cette histoire, c'est 1, 2, 3. L'appel à l'action que je fais, je vous suggère de faire ça, ça et ça pour pouvoir bénéficier des avantages ou bien pour pouvoir éviter la douleur. Voilà la différence entre les deux présentations. Donc, si j'ai bien compris, l'émotion est quelque chose qui est très important dans un storytelling. Quelles seraient, par exemple, les 2 autres choses les plus importantes pour qu'on comprenne vraiment peut-être la différence entre les deux? Excellent. L'émotion est l'une des choses les plus importantes. Le storytelling, dans le fond, c'est 3 piliers fondamentaux. 3 piliers. Le premier pilier, tu voulais d'autres éléments, d'autres informations, ça va être les 2 autres piliers. Le premier pilier du storytelling, c'est l'authenticité. Parce que quand tu viens raconter une histoire, c'est ce qui vient du cœur qui parle au cœur des gens. Alors, Sylvain, qui a fait beaucoup plus de neurosciences que moi, j'en suis certain, va le savoir. Tu sais, quand tu viens parler, a priori, tu viens parler avec ton néocortex, qui est l'un des 3 cerveaux, selon le cerveau reptilien, le cerveau limbique et puis le néocortex, qui est vraiment le cerveau le plus neuf. Tu viens parler avec ton néocortex parce que c'est intelligent, tu as préparé, tu sais ce que tu as dit. Donc, c'est le néocortex, c'est évolutif. Maintenant, quand tu t'exprimes devant les gens, le premier filtre que ton message va rencontrer se trouve au niveau du cerveau reptilien, le cerveau primitif. C'est lui qui est c'est la première barrière. Quand ton message arrive là, ça trouve le cerveau primitif d'abord. Et le cerveau primitif là, c'est le cerveau le plus ancien, c'est le cerveau de la survie, c'est le cerveau qui ne réfléchit pas, c'est le cerveau qui, lorsque tu entends un bruit, là, tu regardes comme ça, et lui ne réfléchit pas. Bon, regarde la complexité. Tu viens avec quelque chose d'intelligent pour parler à quelque chose de brut, de sauvage. C'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'on dit comment parler de façon à ce que les gens nous comprennent. C'est pas facile que les gens comprennent notre message. Oui, mais voilà. Pour parler, Brice, moi, je parle depuis que j'ai appris à parler. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Mais ce qu'il y a de compliqué, c'est que très souvent, on parle et on ne se fait pas comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. On parle, mais on ne se fait pas comprendre. Parce qu'on part du néocortex pour aller toucher le cerveau reptilien. Donc, le fait de parler avec son cœur va vraiment faciliter les choses. Parce que quand tu parles d'ici et que tu parles de façon intelligible, là, c'est la manière dont tu conçois les choses, ce n'est pas forcément de cette manière que les autres vont le recevoir. Il faut toujours aller chercher la dimension cœur ou parler avec ton cœur. C'est ce que je dis tout le temps, ce qui vient du cœur parle au cœur des autres. Donc, deuxième pilier, c'est ça, en plus de l'émotion. Le troisième pilier, c'est la vulnérabilité. On est humain. Et la vulnérabilité suppose 2 choses fondamentales. La première, c'est qu'il faut oser se tromper. Il faut oser être imparfait. Il faut oser faire des erreurs. Mais moi, je parle en public, je ne peux pas faire d'erreur. Le monde va me juger. Qu'est-ce qu'ils vont dire? On s'en fout, là. Tu comprends? On s'en fout. Le monde est humain comme toi et puis tu as le droit de faire des erreurs. Parce que parfois, les gens pensent que... Et puis, je vais vous expliquer quelque chose. Quand les gens te regardent, si c'est trop clean, trop propre, trop parfait, ils ne s'identifient pas à toi parce que personne n'est parfait.
ils ont l'impression que tu es soit un super-héros, soit un robot. Et ça, ce n'est pas eux qui le pensent. C'est leur fameux cerveau reptilien. Tout de suite, il met une barrière. Il dit non, ça, moi, je ne connais pas cette personne qui parle là. Il se met une barrière inconsciente. Donc, il faut s'autoriser à être imparfait, à faire des erreurs. On a le droit de le faire. La deuxième chose par rapport à la vulnérabilité, quand tu racontes une histoire personnelle, ça va te chercher. Ça va créer en toi, tu sais, des émotions là. Tu deviens, parce que quand tu t'ouvres, moi, que ce soit l'histoire de ma mère ou toute autre histoire, quand tu racontes des histoires personnelles que tu as vécues, tu t'ouvres au monde. Tu peux être jugé, tu peux être même condamné par les gens, mais à la fin de la journée, tu es toi et tu t'exprimes. Et c'est quelque chose pour moi de fondamental. Il faut oser être vulnérable. Il faut oser, il faut être authentique. Et enfin, il faut faire si tu me le permets, pour aller jouer là-dedans. Joanie a préparé 6 questions. Comment tu répondrais en téléstoring aux questions qu'elle va te poser? Qu'est-ce que tu en penses? Bonne idée, ça. Oui, avec grand plaisir. Allez-y. Okay. Une question, une histoire. OK. C'est bon, ça. Parfait. OK. Donc, qu'est-ce qui serait important pour toi? Comment tu mettrais ça en histoire? Le 15 juin 2018, j'ai vécu une situation qui était difficile à supporter. Parce que ce jour-là, ça faisait un moment que ma femme était enceinte et elle avait traversé le nombre de semaines requises. Et on a dit, il faut que le bébé sorte. Ça commence à être trop long. Et on l'a préparé, on l'a amené sur la table et j'ai décidé d'être présent, d'être là. Je suis entré, le bébé sorte. Ça commence à être trop long. Et je me suis mis à table et j'ai décidé d'être présent, d'être là. Je suis entré. Sylvain, on t'entend. Sylvain, on entend le retour. Je n'étais pas sûre. J'étais comme, c'est-tu moi? Oui, j'essaie de gérer le Facebook. C'est une star, oui, c'est comme les Rolling Stones. Il a le retour sur scène. Ouais, on a fait une erreur. C'est ça. Non, à ma défense, je dois avouer que d'habitude, c'est Thomas qui fait notre soutien informatique et aujourd'hui, Thomas fêtait sa fête hier, donc là, c'est moi qui fais la logistique, mais désolé, là, je l'ai échappé, celle-là. T'as l'imperfection tout à l'heure en public. T'es vulnérable, coach. Arrive, même nous. Donc, je suis rentré, j'ai filmé la scène. Salut. Sylvain. J'ai vu mon épouse se faire charcuter. Et à un moment donné, mon cœur s'est mis à battre tellement fort, je me disais, c'est quoi ça? Pour moi, je croyais que faire une césarienne, c'était prendre le bistouri. Dès qu'on a fait un trait, l'enfant va sortir. Faux. Après, on m'a expliqué que c'est 3 couches. C'est pour ça que ça prend autant de temps. Faux. C'est 3 couches qu'on doit ouvrir. Et ça, j'ai vécu ça. J'ai tenu bon jusqu'à la fin. Mais quand c'est terminé et qu'on a sorti l'enfant et puis on l'a amené, j'ai embrassé mon épouse, je lui ai dit bravo. Et
quand ils ont recommencé à coudre pour la fermer, la refermer, je suis sorti, je suis allé, j'ai beaucoup pleuré parce que je me rendais je me rendais compte à quel point les femmes pouvaient souffrir parce que on pensait que c'était l'accouchement par voie basse qui pouvait être choquante, mais la césarienne, non. Quand vous regardez comment c'est fait, vous dites. Et c'est ce jour-là que l'une des choses les plus importantes de ma vie a pris corps. C'est ce jour-là que j'ai compris que ma femme est précieuse, encore plus précieuse que je ne l'imaginais. Parce que si elle souffre autant pour donner la vie à mes enfants, elle mérite que je donne ma vie pour elle. Voilà en quoi c'est important. C'était le 15 juin 2018. Merci. C'est super ça. Okay. Si on enchaîne sur la deuxième question, de quoi as-tu besoin pour te sentir bien? Vous savez, un jour, j'étais assis ici en train de travailler ici dans mon bureau. Là, vous voyez, c'est mon bureau. Et mon épouse est arrivée vers... il était quoi? Il était 22, 23 heures, je crois, par là. Je ne sais plus exactement quelle heure il était, mais il était un peu tard. Et elle est venue, elle m'a dit, chérie, moi je travaillais. Oui. Elle me dit, chérie, regarde-moi. Oui. Elle me dit, on peut aller dormir? En général, quand mon épouse me dit ça, c'est qu'elle veut un peu plus que dormir. En fait, elle ne veut pas dormir à cet instant spécifique. Donc, j'ai compris le code. Ça fait quand même bientôt 7 ans qu'on est mariés. Et je lui ai dit, OK, chérie, j'arrive. S'il te plaît, donne-moi 5 minutes. Elle est partie. Elle est revenue. Peut-être 1 minute après, ou quelques secondes, moins d'1 minute, je ne sais plus combien de temps, mais elle n'a pas duré du tout. Elle est revenue. Vous savez, en général, c'est un besoin qui peut être un peu pressant, là. Donc, du coup, on n'est pas très patient. Et elle m'appelle chérie, je me tourne, je la regarde, je dis, chérie, ça fait même pas 1 minute, j'arrive. Elle dit, ah, OK, elle va. Sauf que finalement, je ne suis plus arrivé. Et puis, elle est revenue ici au bureau. Il était environ 2 heures du matin. J'étais encore en train de travailler. Et elle m'a dit, chérie, je me suis retenu, elle dit, oh, non. Elle m'a dit, non, 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 c'est correct, c'est correct, c'est correct. J'espère qu'un jour, tu vas m'aimer comme tu aimes ton travail. C'est ce qu'elle m'a dit. Et ce jour-là, je me suis rendu compte à quel point j'aimais ce que je faisais. Mais pas tant que ça ce que je faisais, mais j'aimais l'impact que j'avais sur les gens. Parce que quand je reçois des témoignages, spécifiquement ce soir-là, j'étais en train de faire un petit montage des témoignages que j'avais reçus. Ça me fait me sentir bien. Quand je coach, quand j'accompagne quelqu'un et que la personne, finalement, revient vers moi et me dit merci. Ça me fait me sentir bien. Joanie. Je vais voir un petit peu, j'ai fait ta formation la dernière fois en 45 secondes. Si tu me répondais en 45 secondes pour la prochaine, qu'est-ce qui te rend unique? Est-ce que tu as un chrono que tu vas me montrer ou bien on va juste improviser? Ou bien on va juste voir si ça va... Si tu veux. On va le faire, le chrono. Je vais vous partir ça dans un instant. Écoute, tu as des bonnes questions, Joanie. C'est le fun en tabarouette. Je pars le chrono de 45 en descendant ou je pars de 0 à 45? 45 en descendant. Jusqu'à 0. Excellent. Ça sera pas long. Pas 45 minutes, 45 secondes. Non, mais c'est parce que moi, je ne sais pas comment ça marche un chrono. Je suis en train d'apprendre. Je ne suis pas un bon coach, je pense. Je vois Steve qui rit un petit peu avec nous. En passant, on a la chance d'avoir un Olympien, Steve O'Brien, qui s'est joint à nous dernièrement. Steve, salut. On n'a pas eu le temps de t'accueillir tantôt, mais merci. J'écoute l'histoire, c'est bon. C'est bon, hein? C'est ça. Donc, le Canada... OK, Brice, vu qu'on va voir ce défi-là
Si tu es capable de nous dire en 45 secondes qu'est-ce qui te rend unique dans 3, 2, 1, et c'est parti. En 2016, ma mère est revenue après 25 ans. Quelques mois après son retour, j'ai décidé de démissionner pour me consacrer à ma passion qui est le storytelling. Dans un pays où le storytelling n'était pas connu du tout, où mon travail n'était pas valorisé du tout, j'ai osé prendre ce risque. Et aujourd'hui, je transforme de nombreuses vies grâce à mon travail. Et c'est ça qui me rend unique. Être fou et prendre des décisions difficiles. Merci. Oh, top chrono! C'est super, ça! OK. Mais Sylvain, je ne savais pas que tu allais me cuisiner comme ça, vous alliez me cuisiner comme ça. C'est fou, hein? C'est vraiment... l'émission de l'humain dans le monde de la performance, écoute, ça, c'est une recette secrète quand j'invite les gens. Hein, Steve est déjà passé, Henri est déjà passé. Écoute, ça, c'est ma petite touche personnelle de challenge. L'humain dans le monde de la performance. Puis étant donné que l'animateur a le droit de faire des gaffes avec Facebook, ben, les invités, il faut vous mettre en situation de performance. En même temps, c'est vraiment top, là. En même temps, c'est toi qui nous dis qu'il faut puncher en 45 secondes, donc on voulait le tester. Oui, c'est super. Là, c'est facile pour lui. Il y avait un chrono en avant de lui. Moi, je serais curieux de voir en 45 secondes qu'est-ce qu'il fait naturellement, pas de chrono. Ah! Tu veux que je raconte la même histoire ou bien je raconte une autre histoire? Ouais, qu'est-ce que tu fais facilement et naturellement maintenant? Quand j'étais en classe de secondaire 5, j'ai eu le privilège de présenter devant le délégué. Excuse-moi, juste pour revenir, mais peut-être que toi, tu aurais dû lancer le chrono. Lance le chrono en bac, comme ça, après, on pourra vérifier. Cette fois-ci, fais en montant. Ça veut dire part de 0 et puis on va voir si j'ai dépassé, tu vas donner le temps. Mais je crois que je vais faire moins. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Quand j'étais au secondaire 5, j'ai eu le privilège d'être sélectionné pour faire une présentation devant le délégué provincial de l'éducation nationale. Ce jour-là, c'était un jour extraordinaire parce que les autres personnes avec qui je devais faire la présentation sont parties et ils ont eu presque peur de présenter. J'ai osé faire la présentation tout seul. Et à la fin, quand le délégué provincial m'a serré la main, il a dit à la directrice, « Ce petit, il est bon. Ce petit, il est bon. » C'est ce jour que j'ai véritablement pris conscience de ce que j'étais bon à la prise de parole. Vous voulez savoir ce qui me rend unique? Ma capacité à raconter des histoires. Merci. Ah, désolé, 53 secondes, t'es pas bon. Mais une affaire, Sylvain. Hey, c'est pas pire, là. Lui, il commence à parler, puis il y avait déjà 5 secondes d'écoulé qu'il a commencé à parler. Oui, c'est... Enlève-y 5 secondes, là. Je suis sûr que c'est une technique pour captiver l'attention et le temps de silence au début. Ça fait la solennité. Moi, je pense que ça fait partie du jeu. Parfait. Super. Effectivement, Jean-Christophe. Maintenant, on va essayer de pousser un petit peu plus loin. En 1 minute 12. 1 minute 12. Quoi? Vous le savez, je vous sors de vos zones de confort. 1 minute 12 pour nous expliquer qu'est-ce qui te ressource. Qui me ressource? Ouais. Dans 3, 2, 1. Un jour, on m'a parlé d'une technique qui serait intéressante pour se ressourcer. Mais
Et moi, j'étais quand même très réfractaire parce que je me disais, c'est pas forcément quelque chose qui match avec mes valeurs. Je sais pas ce que c'est oriental ou asiatique, là. Et je ne vais pas forcément me frotter à ce genre de choses. Puis la personne a insisté, elle m'a dit, viens, une session, viens. Je suis arrivé et on a commencé à respirer avec le ventre et à expirer par le nez. Inspirer le ventre et expirer. À la fin, je me suis senti bien. Et ça m'a fait comprendre que c'est un exercice que je pouvais faire régulièrement pour me ressourcer. Eh bien, le yoga, la méditation, c'est ce que je fais pour me ressourcer. Merci. Ouais, il te restait 12 secondes, là! C'est bon! Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais... Excuse-moi, Joanie, je t'ai volé tes questions. Vas-y, je te laisse. Donc, la dernière, qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Ce serait quoi si tu aurais une chose à améliorer pour toi? Combien de temps tu lui accordes pour répondre? OK, 54 secondes. Oh! C'est pour y aller un peu avec toi. Tu le chronomètre? 2, 1, top chrono. Quand j'étais adolescent, ma mère m'a dit une phrase qui m'a touché. Elle m'a dit, Brice, dans la vie, il y a l'école de la vie. Et l'école de la vie, c'est être capable de savoir qu'il ne faut pas toujours dire ce qu'on pense, si ce qu'on pense peut blesser les autres. Eh bien, s'il y a une chose que je dois améliorer dans ma vie, c'est ça. Ne pas toujours dire ce que je pense ou le dire d'une autre manière. Et je travaille fort pour ça. Merci. Ouais. Bien dit. Allez! Mais étant au 400 mètres, ça. Écoutez, on va en profiter tout le monde parce que, bon, on a eu des petites ratés tantôt avec l'introduction avec Facebook. En passant, l'intro n'a pas rentré sur Facebook, fait que les gens qui nous écoutent actuellement, vous allez pouvoir le réécouter en podcast. Mais étant donné qu'on a une salle qui est dynamique ici présentement, Brice, es-tu à l'aise de peut-être répondre à certaines questions de nos invités qui sont directement avec nous en Zoom? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. En passant, juste pour te donner une petite idée, on a Steve O'Brien. Je ne sais pas si tu connaissais Steve. Mais ce nom, je l'ai lu, je l'ai entendu. Je me suis dit, ça, c'est un nom que je connais. C'est sûrement une star, là. Honnêtement, j'ai lu ce nom. Ce nom me dit quelque chose. Pour te donner juste un bref aperçu, ce que tu viens de faire ton élocution en 47 secondes, lui, il courait 100 mètres pendant ce temps-là. 400. 400, oh, excusez. T'es allé combien de fois aux Olympiques, Steve? J'ai fait les Jeux du Commonwealth, les championnats du monde, puis je m'ai blessé une semaine avant les Jeux olympiques. Qu'est-ce que tu retiens en tant qu'athlète de haut niveau d'un champion nord-américain du téléstorring? Parle à moi? Oui. Qu'est-ce que tu vois chez un autre champion? Non, parce que moi, ce que je retiens d'un athlète de haut niveau, c'est la différence entre un athlète élite, un athlète de haut niveau, c'est qu'un athlète olympique est tout capable de se relever. Tout capable de se relever parce qu'il y a bien des gens, une fois qu'ils ont des échecs, ils ne sont pas capables de se relever. Puis j'écoute les histoires de Bryce, puis c'est intéressant de ce qu'il dit. Bonjour. C'est vraiment intéressant. Excuse-moi. Ça va bien, excuse-nous. C'est juste que Steve est en train de parler. Si ça ne te dérange pas, on va laisser continuer Steve. Ah, OK. Merci de te joindre à nous. C'est juste qu'on était déjà dans l'entrevue. Écoute, je vais juste couper ton micro pour permettre à Steve de continuer de parler actuellement, mais je te passe la parole dans quelques instants, mon nouvel ami. D'accord? D'accord. OK, Steve, c'est à toi, excuse-nous. Non, écoute, il n'y a pas de problème. Je pensais que c'était moi qui faisais ça. Oh, non.
Parce qu'oubliez Le pas, retour. moi, des Zooms, là, c'est seulement mon deuxième Zoom à vie. Je fais pas ça des Zooms, je m'habitue, je m'adapte. Puis, écoute, moi, je suis là ce matin parce que Sylvain, c'est un gars qui m'a beaucoup inspiré. Moi, ça fait une couple d'années, je ne savais même pas c'était qui Sylvain Potvin. J'ai appris c'était qui, puis j'ai eu l'honneur de le rencontrer. Puis c'est un homme, comme on dit, qui porte bien des chapeaux. Tu vois qu'il a un beau sur la tête présentement. Mais c'est un homme qui est capable d'inspirer et aider bien des gens. Puis je suis content et je me sens privilégié d'être partie de ses amis. Puis je sais que ses amis, c'est du monde assez spécial. Puis c'est pour ça qu'un matin, moi, l'habitude, samedi matin, je vais faire ma marche de 10 km avec mon chien. Mais ce matin, c'est un privilège d'être ici. Puis je voulais écouter exactement ce que Bryce avait à dire, ce que champion canadien de storytelling. Oh, champion canadien. C'est intéressant ça. Ça veut dire que c'est un homme qui doit inspirer des gens, puis il doit sauver des gens. Écoute, félicitations Bryce pour ce que tu fais. Puis j'espère qu'une journée, on a la chance de se rencontrer en personne. Ouais. J'espère aussi. Merci beaucoup, Steve. Ça me fait plaisir de rentrer en contact avec toi parce que c'est toujours un honneur d'apprendre des personnes qui ont réalisé des performances. Il y a toujours des choses qu'on peut apprendre pour s'améliorer, aller de l'avant et être plus utile encore au monde. Là. Merci beaucoup, Steve. Merci. Excuse-moi de te couper. S'il y avait un élément que tu retiens du précieux partage qu'on a eu ce matin, parce que c'était assez incroyable de nous rentrer des histoires en 45 secondes, 53, 1 minute 12. C'est hot, là, comment est-ce qu'il maîtrise son temps par rapport à des choses. Qu'est-ce que toi, tu retiens de ce merveilleux partage ce matin? Parles-tu à Bryce ou à moi? À toi. À moi, excuse. Moi, ce que je remarque de Bryce, parce que savoir c'est quoi du temps, c'est quelque chose de très précieux. Puis moi, quand je travaille avec des gens, j'aime ça faire des défis de tant de secondes. Pourquoi? Parce qu'on réalise jamais c'est quoi le temps. Puis je me souviens que la première fois que j'ai fait du réseautage, puis on dit, vous allez avoir 1 minute de gloire. C'est quoi ça, 1 minute de gloire? Moi, je n'avais aucune idée c'était quoi. Puis, mon Dieu, il dit, il faut que tu décrives qui que tu es dans 1 minute. Mon Dieu Seigneur, comment veux-tu que je fasse ça? Quand j'ai beaucoup appris, puis à cause que, c'est sûr, j'étais un athlète qui travaillait toujours avec un chrono, pour moi, j'ai trouvé ça intéressant ce que tu fais. Puis Bryce, il est très, très bon. Puis tantôt, même s'il est dépassé d'une couple de secondes, c'est parce qu'il a commencé 7 secondes en retard. Quand vraiment, il était pas mal sur la coche. L'autre affaire que j'ai bien aimé ce qu'il a dit, c'est que des fois, on pense des choses, mais des fois, il faut qu'on retienne ce qu'on dit. Parce que des fois, on dit des choses qui peuvent blesser une personne. Puis moi, j'étais un peu comme Bryce, j'étais un gars très direct. Je ne suis pas un gars hypocrite, moi. J'ai toujours été un gars très direct, mais j'ai toujours été un gars qui est très diplomate. Puis je trouve toujours une façon d'adapter ce que j'ai à dire sans blesser la personne. Parce que ce qu'il a dit, c'est tellement vrai. Parce que des fois, on va dire quelque chose, on ne réalise pas ce qu'on dit, on blesse cette personne-là, puis ça peut les cicatriser. C'est important de s'adapter, de dire OK, c'est comme ça que je le dis, puis là, eux autres pognent le message, puis toi, tu as passé ton message. Merci, Steve. Merci beaucoup. Brice, quel serait le conseil d'expert que tu pourrais donner à Steve? Puis je me permets de le dire comme ceci parce que Steve est un athlète de très haut niveau qui a un respect énorme, mais on a travaillé, lui et moi, beaucoup sur sa prise de parole en public. Maintenant, j'aimerais peut-être, oui, j'aimerais entendre juste, Steve, si tu me permets, hein, au début, quand on a commencé à travailler ensemble, la première fois qu'on t'a dit que tu allais faire même une conférence devant un groupe d'une centaine de personnes à Laval, hein, ça a été... donne-nous ton premier défi de départ, OK? Et ce que je vais faire, Brice, prends le défi de Steve, qui a eu à l'époque la première fois qu'il a fait une conférence, mais on a des gens dans l'assistance qui, eux, peut-être vont avoir à faire une présentation. Fait que si tu peux partir de l'histoire de Steve, puis la propulser comme tu sais le faire. Donc, à l'origine, Steve, qui étais-tu la première fois qu'on t'a demandé de faire une conférence? Pourtant, tu es un athlète, tu es habitué de travailler, mais là, parler en public pour toi, c'était facile.
C'était l'enfer. C'était l'enfer. La première fois que j'ai fait une conférence, c'était pire que courir 400 mètres. J'étais stressé, nerveux, je ne mangeais plus, à la salle de bain. Voyons donc. Il y a une affaire que j'ai toujours dit à des jeunes. J'ai dit, pour réussir, il faut qu'on sorte de notre zone de confort. Il faut qu'on se relève de nos échecs. Puis, pour moi, faire ma première conférence là, qu'on avait faite ce matin-là au VIP, là, moi, je te le dis, là, je pensais tomber sa connaissance avant d'embarquer sur le stage. J'étais tellement nerveux, j'étais tellement stressé. Puis, c'est sûr que Sylvain m'a appris que c'est mon histoire. Puis, il n'y a personne qui connaît son histoire mieux que moi. Mais moi, j'ai toujours été un gars très humble, très lui-même. Puis, je ne partage pas peut-être parce que je trouve que je me vantais. Je ne suis pas un gars qui se vante jamais. Jamais je parle de ce que je fais. Jamais je dis je suis le meilleur, je suis le plus vite, je suis le plus fort, jamais. Mais je me sens quand que je parle de mon histoire, je me vantais. Je me sentais que je dis, oh, regarde qui est ce gars-là. Puis c'était pas mon but. Mais Sylvain m'a fait réaliser que je ne suis pas à peine de me vanter. Je suis à peine de partager une histoire qui peut peut-être inspirer, aider puis sauver quelqu'un un jour. Mais ça m'a pris du temps à apprendre. Puis même la fois que j'ai fini ma conférence à Laval, j'ai même pas fini ma conférence, j'ai fini en pleurant. Puis Sylvain est venu me chercher, puis me calmer. Pourquoi? Parce que pour moi, là, c'était un effort tellement énorme que c'était pire que courir 400 mètres. Ça m'a pris 2 jours à récupérer mon énergie et tout mon moral de cette conférence-là. Parce que quand on fait une conférence, pour moi, je te parle de mon histoire, je te parle de ce que je me sens, puis j'ouvre mon cœur. Puis moi, je suis un gars qui est très sensible. Quand j'arrive sur un stage, j'ouvre mon cœur, ça me prend des journées à récupérer parce que j'ai vidé tout ce que j'avais à dire. Puis là, c'est pour ça que quand j'ai vu qu'est-ce que tu étais, il me dit, toi, Steve, tu es un gars, un rencontreur d'histoire. Tu es un gars de storytelling. C'est pour ça que j'ai vu son annonce de toi passer. Il dit, il faut que je voie c'est qui ce gars-là, parce que je veux l'écouter. Parce que pour moi, je veux apprendre, je veux être encore meilleur de qui je suis aujourd'hui. Puis moi, je ne suis pas là pour me vanter, je suis là pour essayer d'aider les gens, l'humain, d'être une meilleure personne pour soi-même, comme que je fais avec les jeunes. Puis moi, je pensais que j'étais capable d'inspirer les jeunes, mais j'ai vu que des fois, je peux inspirer des moins jeunes pour continuer à rêver puis suivre leur parcours. Brice, à ma place, tu oublies que j'ai coaché Steve. Tu dis quoi à quelqu'un qui se présente avec les mêmes symptômes, avec ton œil, ton expérience? Écoute, merci beaucoup, Sylvain. Ce que tu as vécu, Steve, c'est presque le parcours normal de toute personne qui veut vraiment impacter le monde. Parce que quand on a le désir d'impacter, il y a une idée qu'on reçoit toujours. Il y a une voix, cette petite voix qui nous dit « Attention, si tu dis ça, tu peux être perçu comme étant quelqu'un qui se vante, quelqu'un qui se met en avant et qui veut dire « Ok, vous regardez moi, je suis passé par ça et j'ai réussi à faire ça. » Pourquoi? Parce que c'est ce que la société nous a appris. La société nous a appris que lorsqu'on se met devant pour parler, c'est une sorte de « Ok, on show up, c'est regardez-moi, c'est mon one-man show, etc. » On a grandi avec ça. Et quand on a une personnalité comme la tienne, Steve, c'est-à-dire quelqu'un dont l'humilité est dans l'ADN, pour toi, c'est vraiment juste faire ce que tu as à faire et passer ta route et tout, c'est encore plus difficile. Qu'est-ce que je dirais aux gens? Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais enfant, pour celles et ceux qui connaissent mon histoire, la séparation de mes parents, j'ai beaucoup vécu avec mes grands-parents au village. C'est d'ailleurs là où j'ai appris. D'ailleurs, Sylvain, je pensais qu'on commencerait par ça. Hein. Tu n'es vraiment pas dans la conformité là. Toi, c'est boum, 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 boum. Tu n'as même pas commencé à chercher à savoir que je raconte mon histoire, d'où est-ce que je viens et tout. Boum, boum, boum. On n'a pas dit comment on commencerait, hein? C'est ça. T'as des gens dans l'auditoire qui peuvent tout te le dire. Moi, je suis chiant pour mes questions.
justement la déstabilisation. L'échauffement est terminé. Maintenant, on peut attaquer le call. Voilà. Donc, je vais vous raconter une histoire pour faire le parallèle avec l'attitude qu'on peut avoir qui peut aider quelqu'un qui serait dans la même situation que Steve. Vous savez, quand j'étais enfant, je suis né au Cameroun dans une ville qui s'appelle Douala. Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Il fait très chaud là-bas et c'est l'une des villes les plus, on va dire, les plus vivantes d'Afrique centrale. Et toutes les vacances, de façon systématique, étant donné que je n'étais pas très bien chez nous, chez mon père, parce que ma mère m'avait abandonné, elle est partie, je souffrais de ça. La femme de mon père, ce n'était pas le grand amour entre nous deux. Donc, systématiquement, quand c'était les vacances, là, j'allais au village, passer du temps avec mes grands-parents. Et c'est eux qui m'ont appris à raconter des histoires, parce que pour me passer des messages, ils me racontaient toujours des histoires. Sauf que je n'allais presque jamais au village en vacances tout seul. Non. J'y allais toujours avec des cousins et des cousines. Cette année-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu un problème avec des examens scolaires qui a retardé. Donc, moi, je me suis libéré et j'ai l'un de mes cousins qui était dans une autre ville, à Yaoundé. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Les gens s'échangeaient les lettres et puis on disait, OK, on se retrouve au village le 15 juillet, par exemple, ou le 1er juillet, on s'accorde, OK, on y va. Ce jour-là, mon père m'a mis dans le bus. Donc, j'ai été transporté. J'arrive au village, à la gare routière, c'est comme ça que ça s'appelle. Et j'attends mon cousin qui était censé arriver le même jour que moi. Je ne le vois pas. Au bout d'un certain temps, il devait être peut-être 18 heures par là. Il y a un villageois qui me reconnaît puisque j'étais là chaque année et puis j'avais déjà même séjourné là, j'avais grandi au village, j'avais passé du temps au village lorsque ma mère et mon père se sont séparés, j'ai vécu là. Donc, il y a un villageois qui me reconnaît et qui passe, qui me dit, ah ben Brice, écoute là, il commence à se faire tard, tu devrais prendre la route maintenant. Parce que entre la gare routière où le bus m'a laissé et la maison de mes grands-parents, c'est environ 7 kilomètres. Et c'est dans les montagnes. Mes grands-parents vivent dans les montagnes. Il n'y a pas de lumière là-bas. C'est vraiment loin. Donc, il me dit, si la nuit tombe, peut-être que tu auras du mal à t'y rendre. Donc, du coup, j'ai dit, OK, merci beaucoup. Mais j'attendais mon cousin, là, je ne le vois toujours pas. Après, je me suis dit, peut-être qu'il est même arrivé avant moi et qu'il ne m'a pas attendu. Mais le principe, c'est toujours que celui qui arrive le premier doit attendre à ce que l'autre vienne. Donc, je prends la route, je marche mes 7 kilomètres, j'arrive au village. Ah, je trouve ma grand-mère, je l'embrasse. Je lui demande, grand-mère, est-ce qu'il est venu là? Mon cousin, elle me dit non, il n'est pas arrivé. Il dit, il était censé venir aujourd'hui. OK, c'est pas grave. Mais comme la nuit tombait déjà, je ne pouvais pas continuer de rester. J'avais très peur du noir. Écoutez, j'arrivais même pas à dormir dans le noir en ville à Douala, à plus forte raison au village, avec toutes les histoires de hibou, de sorcellerie, de machins dont on parlait. Et on n'avait pas d'électricité là-bas. On n'avait vraiment pas d'électricité. Alors, la case de ma grand-mère était divisée en deux. Il y avait une partie qui était la cuisine et il fallait marcher environ 10 mètres pour aller dans la case principale où il y avait son salon et les chambres. Donc, moi, je suis allé, j'ai déposé les trucs dans la chambre, je suis revenu à la cuisine, la trouver. On a discuté un peu et je priais vraiment. Je priais qu'elle ne m'envoie pas dans la pièce principale prendre quelque chose. Parce que pour marcher ces 10 mètres et aller dans la pièce principale, là, je serais mort, quoi. J'avais très peur du noir. Mon grand-père avait 4 femmes qu'il avait choisies. Okay, il avait épousé 4 femmes, mais en réalité, il avait plus que ça, parce que chez nous, la tradition au village et tout, c'était que tu pouvais faire ce qu'on appelle laver la femme de ton père. Ça veut dire que quand tu hérites du trône, s'il y a des femmes de ton père qui sont jeunes, tu peux les prendre pour épouses. Donc, en plus de ces cas, il avait les femmes de son père, mais qui ne vivaient plus là. Je crois qu'à cette époque-là, il ne vivait plus là. De toutes les façons, il avait ces 4 femmes qu'il avait épousées, qui étaient là, et chacune avait donc sa case. Et lui, il avait la case principale au milieu. Plus tard, après avoir mangé, on a discuté un peu, il était environ, je ne sais pas quelle heure il était, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il était peut-être 20h, 21h, je ne sais pas. On est allé se coucher, on avait nos petites lampes là, les lampes avec du pétrole et tout, des petites lampes. Et
On est allé, elle est rentrée dans sa chambre pour aller se coucher. Moi, je suis entré dans la mienne et j'ai laissé la lampe allumée. J'ai juste, pour fermer la porte, il y avait un petit twist. Tu fais un petit twist là, ça ferme la porte. Je me suis couché. Au bout d'un certain temps dans la nuit, j'ai entendu une voix qui m'a appelé. Kamgang, Kamgang. Et je l'entendais comme de loin et je me demandais, mais ok. Et puis la voix a insisté une deuxième fois. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans le noir. La lampe s'était éteinte. et j'ai paniqué. Mon cœur s'est mis à battre tellement fort. Et j'entendais les hiboux chanter à ma fenêtre. Et j'étais mal, j'avais peur. Je me suis levé du lit et je suis allé chercher à ouvrir la porte. J'ai fait le twist, tac, la porte s'est ouverte, je suis sorti et j'ai tâté la chambre de ma grand-mère était juste en face de la mienne. Donc, je suis allé dans sa chambre, j'ai ouvert la porte. Elle aussi, elle était dans le noir. Ce qu'elle ne faisait jamais parce que ma grand-mère était malade et elle prenait des médicaments toutes les 4 heures. Donc, elle dormait toujours avec la lampe allumée parce qu'après, elle devait se réveiller pour prendre ses médicaments. Et là, j'ai paniqué. Ce n'est pas dans son habitude. Ça fait des années que je viens au village. Elle ne dort jamais la lampe éteinte. Donc, je suis allé j'ai tâté pour trouver son lit. Je l'ai senti dans le lit là et je l'ai secoué pour la réveiller. Maman, maman, maman. Elle n'a pas répondu. Maman, maman, maman. Quand on dit maman, maman, c'est comme pour dire grand-mère. Elle n'a pas répondu. J'ai paniqué. Elle avait une maladie, elle souffrait de palpitations. Elle avait des palpitations, donc elle devait prendre des trucs pour se calmer, sinon son cœur pouvait s'arrêter parce que ça battait trop vite. Et j'ai cru que peut-être qu'elle était décédée ou bien elle était en train de décéder. Quelque chose lui arrivait. Je suis sorti de la chambre de ma grand-mère. Je suis sorti du salon, je me suis retrouvé dehors, en pleine nuit. J'ai couru, je suis allé chez la deuxième femme parce que ma grand-mère était la première femme. Je suis allé chez la deuxième femme, c'était environ à 15-20 mètres de la grand-mère. J'ai frappé à la porte pour appeler à l'aide. Personne n'a ouvert. J'ai couru, je suis allé chez la troisième femme. J'ai frappé. Personne n'a ouvert. Ensuite, j'ai couru, je suis allé chez la quatrième femme. J'ai frappé, 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 frappé. Personne ne m'a ouvert la porte. Je me suis assis devant la porte de la deuxième femme et je pleurais. Pendant que je pleurais, il y a quelqu'un qui a dit « Wa, wa », ce qui signifie « Qui est-ce? Qui est-ce » Et moi, j'ai répondu « Mebe », ça veut dire « C'est moi, c'est moi ». C'était mon jeune oncle, le dernier fils de la dernière femme. Et il est sorti. Il me dit « Nuka », ça veut dire « Que se passe-t-il » Je lui ai dit « Maman, maman ». Il a compris que ma grand-mère allait mal parce que tout le monde savait qu'elle était malade et tout. Donc, on a couru ensemble. C'était environ 100 mètres entre la quatrième femme et la première qui était ma grand-mère. On a couru, on est arrivé, on est entré dans le salon et puis on est entré dans la chambre de ma grand-mère. Elle était assise sur son lit. La lampe était allumée. Elle me regarde. Elle me dit, Nkam, on femme he, ça veut dire Kamgang. Mais d'où viens-tu? Imaginez les sentiments par lesquels je suis passé. J'étais à la fois content et fâché. J'étais en colère, j'étais heureux qu'elle n'ait rien reçu. Bref, ce soir-là, il y a une leçon que j'ai apprise. Entre le Brice qui s'était couché quelques heures avant et le Brice qui était sorti dans le noir, qui avait couru dans le noir pour aller chercher de l'aide, qu'est-ce qui avait fait la différence? C'était mon pourquoi. C'était la raison pour laquelle je devais sortir. Ma peur de voir ma grand-mère mourir était supérieure à ma peur du noir. J'ai ignoré le noir. J'ai ignoré ma peur du noir parce que la seule chose qui comptait pour moi à cet instant spécifique, c'était de sauver ma grand-mère. C'était le pourquoi est-ce que je devais mener cette action. C'était le pourquoi est-ce que je devais sortir.
pour toutes les personnes qui, comme Steve, ont quelconque blocage, je vous encourage à trouver le pourquoi est-ce que vous devez prendre la parole. Cette conférence que vous devez faire, pourquoi est-ce que vous devez la faire? Vous devez trouver un pourquoi qui est au-dessus de toutes vos appréhensions. Un pourquoi qui supplante toutes vos appréhensions. Et l'un des pourquoi les plus importants d'un conférencier, d'une conférencière, c'est l'impact. Parce que ce que tu vas dire va aider quelqu'un. Il y a une parole qui va sortir de ta bouche et qui peut transformer la vie de quelqu'un. C'est plus une affaire de toi, c'est l'affaire des autres. C'est l'impact que tu vas avoir sur les autres. Et tu te dis, au nom de cet impact, au nom de l'aide que je vais apporter à quelqu'un aujourd'hui dans cette salle, je vais oser parler. Trouve ton pourquoi et raconte ton histoire. Merci. Oh, hey, trouve ton pourquoi, raconter ton histoire. Écoutez, les gens qui sont avec nous en Facebook Live, on vous dit un énorme merci. Puis désolé si le début n'a pas été comme il faut. On va s'arranger pour réajuster avec l'équipe. Comme vous le savez, on va mettre fin à l'émission en direct. Les gens qui sont avec nous dans la salle Zoom, vous restez parce que vous allez avoir accès à poser des questions comme bon vous semble. Pour les gens sur Facebook, on vous dit énormément merci et on se voit dans 2 semaines, encore une fois, avec un invité spécial que vous verrez venir dans quelques instants. Sur ce, je vous dis un énorme merci de votre présence. Si vous avez aimé, ben vous savez quoi faire. Tu cliques sur partage, puis vous le partagez dans vos communautés, le message que Brice vient de nous partager.